La Montérégie, comme son nom le dit, c'est un pays de montagnes, mais aussi de vallées à perte de vue sur lesquelles s'étalent certaines des plus belles terres agricoles du Québec. Et quand on lève les yeux au ciel, la splendeur de la nature cède la place à l'œuvre de l'homme. Car c'est en Montérégie qu'on retrouve le plus grand nombre de lignes à haute tension qui créent des champs magnétiques. Et ces mêmes champs magnétiques qu'on croit associés aux problèmes d'apprentissage chez les enfants et même à la leucémie. Les ondes électromagnétiques sont inodores, incolores et n'émettent aucun bruit. Ce sont évidemment les lignes de transport d'électricité qui créent ces champs magnétiques, ça c'est connu. Et de toute façon, des champs électromagnétiques, il y en a partout, même dans nos propres maisons. Et comme on ne les sent pas, alors on s'intéresse peu à leurs effets. C'est du moins le cas pour la plupart d'entre nous. Parce que si l'ordinateur, le cellulaire, le four micro-ondes, tous des producteurs de champs magnétiques sont des outils utiles et inoffensifs pour vous et moi, eh bien pour ceux et celles qui souffrent d'hypersensibilité magnétique, ce sont autant d'armes qui contribuent à les détruire à petit feu. Parlez-en à Gaëtane Boucher. Les premiers symptômes datent peut-être que je me rappelle, c'est à 17 ans, dans certains magasins à rayons. Je me sentais comme grippée. J'avais des maux de tête, j'étais étourdie. Puis j'avais une mauvaise humeur. J'aimais pas être dans certains magasins. Je me sentais vraiment pas bien. J'ai mis ça sur le dos de la climatisée. Ensuite, je me suis rendu compte plus tard que ça avait un rapport avec les néons. Partout où il y avait des néons, j'étais vraiment mal en point, je me sentais pas bien. Après ça, ça s'est aggravé peut-être plus il y a peut-être 7-8 ans, où je tolérais de moins en moins. J'ai dû abandonner les entraînements dans les gymnases, jouer au badminton, au volleyball, des choses comme ça que j'aimais bien. Je ressortais de là, puis j'étais plus amochée. J'arrivais plus à conduire ma voiture. J'avais une liste de commissions, j'arrivais plus à faire mes courses normalement. J'arrivais même plus à savoir pourquoi j'étais au magasin. Parfois, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? J'étais problème de mémoire, perturbée, beaucoup de difficultés à fonctionner. Donc, je me couchais dans ma voiture, puis je me disais, ça va passer. Puis ça passait, ça prenait des fois 15-20 minutes, ça passait. L'hypersensibilité électrique, c'est des gens qui se perçoivent les champs électromagnétiques, se disent percevoir les champs électromagnétiques et avoir des symptômes reliés justement à la présence de ces champs électromagnétiques-là. Ça peut se traduire sous diverses formes, comme par exemple sentir un sentiment de fatigue. Ça peut être également avoir des maux de tête, avoir des problèmes de sommeil. Des fois, ça peut être même des rougeurs au niveau du visage ou des picotements au niveau de la peau. Les symptômes d'hypersensibilité électromagnétique varient beaucoup d'une personne à l'autre. Ils peuvent être neurologiques et alors les nerfs sont affectés. On ressent des picotements ou des engourdissements. Certaines personnes ont des tremblements, des spasmes musculaires et elles ont de la difficulté à marcher. Et il y en a qui souffrent de dépression ou d'anxiété. Elles ont des problèmes de sommeil et sont souvent très fatiguées. Je me sentais vraiment comme saoule.
problèmes de vision, engourdissement, de la difficulté à marcher, mais j'étais très, très engourdie. J'arrivais plus à parler, à bouger. Tout ce que j'avais envie de faire, c'est de m'endormir devant mon écran au travail. Quand j'étais dans certains environnements, j'avais des pulsations cardiaques anormales, de l'arythmie. Je pouvais avoir 40 comme battements, après ça 120, 130, 10 minutes après. Puis j'avais l'impression que le cœur était pour arrêter parfois, puis ça repartait, ça me donnait... Ça, c'était typique. Et à certains endroits, j'avais jamais ces palpitations-là. Les champs électromagnétiques sont partout dans notre environnement. Là, on a souvent ciblé les lignes à haute tension comme étant les principales sources de champs électromagnétiques, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est sûr que pour les gens qui demeurent à proximité de ces lignes-là, oui, c'est leur principale source, mais il y en a partout dans notre environnement quotidien. Ce type d'hypersensibilité se manifeste généralement en présence de champs électromagnétiques de forte intensité. Les ordinateurs, les télés et les cellulaires, par exemple, produisent de tels champs. Tous les appareils sans fil de la maison produisent des ondes de haute fréquence qui circulent dans l'air. On avait été, une amie et moi, en randonnée en montagne. Et après une journée de plein air, on voulait faire une petite partie de Scrabble. Donc, on s'est installé pour jouer au Scrabble et elle a allumé la lumière. Et j'ai commencé à avoir les symptômes que j'avais au bureau. J'ai levé la tête et elle avait un néon dans la cuisine, un immense néon. Et on a fermé le néon et mon visage a arrêté de rougir et a arrêté d'être engourdi instantanément. Il est possible qu'il y ait des gens qui soient sensibles, je dirais, à plusieurs facteurs physiques de leur environnement, beaucoup plus que d'autres. Y compris la lumière, le taux d'humidité, la chaleur, l'électricité statique. Et ça, je pense que c'est d'expérience commune d'avoir rencontré des gens qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Et ça, je crois que ça doit être reconnu. Ces gens-là qui sont hypersensibles sont tous malades. C'est évident qu'ils sont tous malades. La question, c'est ils sont malades de quoi? Est-ce qu'ils sont malades à cause des ondes électromagnétiques ou ils sont malades à cause d'autre chose? Ils peuvent avoir des susceptibilités, je dirais, à l'air ambiant. Ils vont à leur bureau, l'air est vicié. Pour une raison ou pour une autre, ils sont extrêmement sensibles à cette circonstance-là. Ils attribuent ça à leur ordinateur. J'ai 58 ans et je suis atteinte d'hypersensibilité environnementale depuis plusieurs années maintenant. Je suis tombée malade la première fois à l'âge de 33 ans, ça veut dire il y a 25 ans. À ce moment-là, je travaillais dans un bâtiment avec des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, donc on appelle ça maintenant, il y a un nom pour ça, c'est le syndrome des bâtiments hermétiques. Très rapidement, j'ai développé des symptômes. Il y avait des maux de tête, il y avait des pertes de mémoire, des pertes de concentration et une grande fatigue qui était là tout le temps, qui était Ça, c'est le symptôme le plus débilitant. C'est pas le plus souffrant. Le plus souffrant, c'était vraiment la tête dans le brume. C'est là que j'ai appris qu'il y avait eu un dégât d'eau. Il y a eu un pied d'eau dans la cave pendant plusieurs jours. Puis après ça, on l'a nettoyé. L'épisode déclencheur, quand je suis tombée malade, c'était l'émolition toxique. Là, on m'a changé de bâtisse. Et quand je suis rentrée dans l'autre bâtisse, là, c'était les ordinateurs. Tout le monde en avait, il y en avait partout. Alors là, je me suis mis à réagir beaucoup là, au champ électromagnétique des ordinateurs.
J'allais faire une photocopie, je mets mon original là, je dis OK, c'est ça l'original. Je ferme la machine, je pèse sur le piton, OK, il sort une feuille. OK, ça c'est une copie, je la prends tout de suite, là, puis je la mets là. Si j'ai plusieurs feuilles, là, je suis obligée de tout dire ça dans ma tête. Là. Là, ça devenait tout mêlé. Et je me souviens, là, j'avais la tête sur mon bureau et je braillais de désespoir. Et c'est là que j'ai frappé un mur où j'ai été obligée d'arrêter de travailler. J'ai vu des personnes qui avaient vraiment des difficultés à fonctionner à l'intérieur de leur résidence, du fait justement à ces problèmes d'hypersensibilité-là, qui s'empêchaient d'utiliser l'électricité à l'intérieur de leur résidence à cause justement de la crainte associée aux champs électromagnétiques. J'écoute à peu près une demi-heure de télévision par jour. J'étais pas une accro à la télé, là, mais j'aimais ça. Écouter des fois la télé, et là, c'est incapable de me concentrer, incapable, une fébrilité, une pas activité, là, mais une sensation d'être électrique quasiment. Là. Parce que souvent, les symptômes sont à retardement. Je peux écouter la télévision et je me lève pendant les publicités. Et depuis une couple d'années, je me suis mis à réagir à mon téléphone, et vraiment de façon sérieuse. Je ne pouvais plus parler au téléphone, j'avais des maux de tête. Et surtout, je devenais très fébrile et très impatiente et très mal dans ma peau. Irritée, irritable et irritante. Je pouvais parler au téléphone à quelqu'un et, à un moment donné, là, tout d'un coup, je devenais comme intolérante à la moindre petite... Je trouvais que la personne parlait pas assez vite, je trouvais qu'elle me dérangeait. Et 10 minutes avant, je pouvais être tout à fait... C'était une amie, je parlais, tout ça. Et c'est comme ça que ça se manifestait. J'étais tellement à bout, physiquement, puis au niveau neurologique, parce que je le redis, c'est là que j'ai été le plus atteinte, moi. Que c'est tout un espèce de magma, t'es dans une espèce de magma. Et c'est ça qui est vraiment épeurant. Tu te dis, mais j'étais en train de devenir folle. J'étais même plus qu'à rester dans mon appartement, mais je savais pas pourquoi. Fait que je sortais dehors, je me vois à Granby, au cimetière, dans mon char, la porte ouverte. Puis là, j'étais comme... Ça se pouvait plus, là. Ça se pouvait plus. J'étais plus capable de penser, j'étais plus capable de... Et quand j'étais dehors, c'était un petit peu mieux. Mais en plein hiver, au mois de janvier, dehors, assis dans son char d'un cimetière, la fenêtre ouverte. Après la pause, est-ce que c'est entre les deux oreilles que ça se passe? Ma mère avait demandé à son médecin une opinion là-dessus. Il lui a dit « Votre fille a fait une dépression ». Les champs électromagnétiques sont créés par la circulation d'électricité sur les lignes de haute tension, par les appareils électroniques dont les tours cellulaires et aussi par le courant électrique qui se forme autour des fils sous tension dans nos propres maisons. Ces champs se mesurent en micro-Tesla. Les experts ne s'entendent pas sur la valeur en micro-Tesla qui serait inoffensive. Certains avancent que 0,4 micro-Tesla serait convenable, alors que d'autres insistent que même à 0,1 micro-Tesla, l'exposition pendant de longues périodes chaque jour pourrait influencer la santé. On dit que ça pourrait influencer parce que dans la communauté médicale, on ne s'entend pas sur l'authenticité du problème. On ne reconnaît pas le problème physique relié au champ électromagnétique. Ce qui fait que les victimes se font souvent dire que c'est dans leur tête que ça se passe. J'ai été à l'hôpital, j'ai été hospitalisée. On pensait que j'avais la sclérose en plaques. Puis là, on s'est rendu compte qu'avec des examens poussés, que c'était pas la sclérose en plaques. Puis j'en ai parlé à mon médecin que lorsque j'étais en présence d'ordinateur, que j'avais fait des tests chez moi avec le four, le sèche-cheveux, plein de choses, puis que mon visage devenait engourdi instantanément. J'avais des problèmes de vision. Quand je lui ai parlé de ça, elle a dit « Bon, je sais pas trop ».
Il y avait beaucoup de négation. Je cherchais à démontrer que j'avais des problèmes psychiatriques ou que que c'était dans ma tête, finalement. C'était jamais considéré comme une maladie. Premièrement, les hypersensibilités environnementales n'étaient pas reconnues, ne sont toujours pas reconnues au Québec. Les médecins, malheureusement, au début, je me disais, ben c'est quoi? J'avais l'impression qu'ils cachaient quelque chose ou qu'il n'y avait pas de l'intérêt. J'avais des questions à poser. On me disait, j'étais en recherche. J'avais beau leur dire que c'était relié à mon environnement, j'étais convaincue de ça. Je trouve que c'est une véritable injustice de la part des médecins. Il faut de toute urgence les informer qu'une partie de la population est très sensible à cette forme d'énergie. Ce n'est pas simplement psychologique, mais bien une réaction physiologique à l'électricité ainsi qu'aux hautes fréquences. J'étais plutôt perçue comme une personne dépressive parce que quand la maladie s'est déclenchée, c'est en arrivant dans un milieu de travail. Alors, les gens ne me connaissaient pas. Alors, ce qu'ils voyaient, c'était pas une personne antisociale, c'était une personne qui avait l'air dépressive, qui était dépressive. Si tu t'imagines pas vivre sans électricité et vivre loin des tiens, c'est certain que psychologiquement, tu n'arriveras pas à passer à travers. C'est impossible. Quand un médecin n'arrive pas à trouver ce qui cloche chez une personne, il dit « Si je ne mesure rien de physique, alors ça doit être dans votre tête. » Je trouve ça dangereux pour les personnes hypersensibles qui se font dire qu'elles sont folles par un médecin qu'elles respectent. Ma mère avait demandé à son médecin une opinion là-dessus. Et il lui a dit « Votre fille a fait une dépression. » Et quand ma mère m'a dit ça, j'ai dit « Il m'a jamais vu. Pourquoi il t'a dit ça? » Les proches, ça varie entre... bon, dans le pire des cas, c'est une espèce d'indifférence. Dans le meilleur des cas, la personne va être là, elle va écouter, puis je sens qu'elle veut comprendre. Mais ça fait vivre énormément d'impuissance. Ce ne sera pas en tant que tel la présence des champs électromagnétiques qui va nous influencer notre santé, mais plus notre état de stress face à la présence de ces équipements-là. Il existe des preuves scientifiques. Quand on expose un animal ou un être humain à cette forme d'énergie, son organisme produit des protéines de stress. Il y a donc un stress physiologique. La question de l'hypersensibilité à l'électricité, elle est née du fait que certaines personnes attribuent certains symptômes qui ne sont pas spécifiques, des maux de tête, des étourdissements, des problèmes de cette nature, à l'électricité qui les entoure, disons-le comme ça. Donc, ça a amené plusieurs équipes de recherche à tester cette idée-là en laboratoire. Donc, certains de ces patients-là ont été appelés comme sujets dans des expériences et on a tenté de voir si on pouvait reproduire ces symptômes-là, d'une part, et de façon plus générale, si ces gens étaient capables de percevoir le chant lorsqu'il était présent. Donc, vous imaginez qu'il y avait des séances avec chant, des séances sans chant. Et la constatation relativement générale est que les gens ne peuvent pas percevoir le chant et que l'exposition au chant n'augmente pas, en tout cas dans ces tests-là en laboratoire, la sévérité ou la fréquence de leurs symptômes. Est-ce que c'est, je dirais, stratégiquement défendable de confier à une entreprise d'électricité le mandat d'investiguer les effets sur la santé de son produit? La réponse courte à cette question-là, c'est non. Et la raison, c'est que toute entreprise a une culture interne qui lui permet de voir certaines choses et d'ignorer d'autres choses. Et de vouloir faire gérer à une entreprise d'électricité une question de santé
même si présumément cette entreprise-là s'entoure d'experts, n'est pas une bonne chose. Si on ne peut pas le voir, ni le goûter ou le sentir, on s'imagine que ça ne peut pas nous faire de mal. Mais il existe beaucoup de preuves que des produits chimiques invisibles, insipides et inodores sont très nocifs. C'est la même chose. Et la technologie pour le mesurer existe. Sur un compteur, on peut voir à quoi on s'expose. Il y a aussi des instruments qui les transforment en son. Elle est maintenant une très bonne antenne humaine. On allume l'appareil et quand elle déplace sa main gauche, il convertit ses champs magnétiques en son. On a donc ici de l'énergie à haute fréquence qui vient de ce néon et qui passe à travers son corps. Je ressens les néons. Et même dans le bureau de mon médecin, quand elle m'examinait, il y avait des néons dans la salle d'examen. Et elle le voyait, je suis certaine. Moi, je le sentais. Je sentais mon visage. J'ai l'impression que t'as plus de sensation dans le visage. À l'automne, il y a 2 ans, je me réveillais tous les matins déprimée, au point où je braillais. Fatiguée, déprimée, puis parfois avec mal à la tête. Je disais, qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a qui a changé? Moi, j'ai la boîte électrique dans ma chambre, à quelques pieds de mon lit, et je dormais sur un matelas avec des ressorts, alors qu'avant, je dormais sur un matelas mousse. Et ils m'ont dit, c'est comme si tu dormais sur une antenne. Puis j'ai une ligne de haute tension, quasiment au-dessus de ma chambre, 14 000 volts. Ça a été ma réponse. Ça a été, tu réagis au champ électromagnétique. C'est une question de temps. Il y a 15 ans, l'hypersensibilité chimique était aussi décriée comme étant une forme d'hystérie. Et là, aujourd'hui, c'est reconnu. Et je pense que la communauté médicale, ultimement, va reconnaître qu'une pollution physique peut aussi entraîner des réactions physiologiques, psychologiques, qui sont aussi un symptôme. C'est évident que les pathologies qui ne sont pas connues actuellement, au cours du temps, peuvent devenir mieux connues, mieux reconnues et mieux compensées. Mais lorsqu'il s'agit d'une maladie relativement moderne, malheureusement, il y a probablement quelques pionniers qui doivent souffrir parce que c'est un syndrome qui est neuf. Il y a des moments où je me sens... où je trouve ça très dur, où je me sens inutile. Je sens que ma vie n'a plus de sens. Il y a beaucoup de pertes à ce niveau-là. Il y a beaucoup de deuils qui ne sont pas faits non plus. Je peux pas croire que je pourrais pas être de nouveau active. J'aimais beaucoup travailler en relation d'aide et tout ce qui s'appelle communication. Et je peux pas croire que je vais être privée de ça. Je peux pas croire que je suis... non. Après la pause, le risque accru de leucémie chez les enfants exposés aux champs magnétiques. Il est clair que c'est inquiétant d'avoir des lignes de haute tension construites proches des écoles. Jusqu'à présent, les scientifiques ne s'entendent que sur un risque potentiel en ce qui a trait à l'exposition aux champs magnétiques. Un seul risque, mais grave, celui pour les jeunes enfants de contracter la leucémie. En juin 2005, le British Medical Journal publiait une étude démontrant le risque réel de leucémie pour les enfants qui vivent à proximité d'une ligne de haute tension. Cette proximité a été établie à moins de 600 mètres. Donc, si on veut éviter tout danger potentiel, aucun édifice où l'on accueille des enfants ne devrait se trouver à moins d'un demi-kilomètre d'une ligne de haute tension.
Au niveau des types de maladies qui ont été regardées face aux champs électromagnétiques, il y a toute une série. Il y a beaucoup d'études concernant le cancer, mais on a regardé également d'autres types de maladies comme la maladie d'Alzheimer, la sclérose amyotrophique latérale. À l'heure actuelle, au niveau de la communauté scientifique, il n'y a pas lieu encore on ne peut pas préciser d'autres types de risques associés aux champs électromagnétiques, outre le fait peut-être un risque faible de leucémie chez l'enfant. Les ondes électromagnétiques de basse fréquence semblent avoir un effet sur les jeunes enfants en augmentant le taux de leucémie dans cette population-là. Et il semble que l'effet cancérigène des ondes de basse fréquence, jusqu'à maintenant, soit relativement limité à cette population-là. Donc, du point de vue de la santé publique, il semble que la seule indication qui soit actuellement appropriée, ce serait de défendre les jeunes enfants des champs magnétiques de basse fréquence. Il est clair que c'est inquiétant d'avoir des écoles construites ou des lignes de haute tension construites proches des écoles. Il ne faut pas oublier que c'est des jeunes corps. C'est des corps en développement, avec des systèmes immunitaires moins performants, des systèmes respiratoires en développement, des systèmes sexuels en développement. Ce n'est pas le temps d'exposer ces jeunes corps à une insulte environnementale. Construire une école sous une ligne de haute tension n'est donc peut-être pas la meilleure des idées. Par exemple, le Collège d'Anjou a récemment doublé sa superficie. Le hic, c'est que le nouveau bâtiment sera situé à seulement 27 mètres d'une ligne à haute tension de 315 000 volts. Selon le rapport d'Hydro-Québec, le champ électromagnétique moyen généré par les lignes à haute tension de 315 000 volts est de 1,80 microtesla lorsqu'on est à 20 mètres de la ligne. Ainsi, lorsque les champs électromagnétiques toucheront le mur le plus exposé de la future école secondaire, les élèves seront exposés à près de 1,80 microtesla. Or, le risque de leucémie infantile augmente à partir de seulement 0,4 microtesla. Après la lecture des études sur le sujet, la directrice générale, Mme Louise Bergeron, a conclu que le terrain était parfaitement sécuritaire pour les enfants. Quand on a cherché le terrain, bon, là, on a eu une partie emballement là, et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des lignes électriques à proximité. Notre réflexe à ce moment-là, ça a été de faire des vérifications parce que, comme tout le monde, on a entendu parler de toutes sortes de choses, des bonnes et des moins bonnes. Et nous nous sommes mis à faire des recherches. Donc, on a cherché notre première source, ça a été Hydro-Québec parce qu'ils sont les propriétaires et ils ont des données là-dessus. Mais on ne s'est pas limité à ça. On a continué nos recherches et nous sommes arrivés à la conclusion, avec ce qu'on a lu, que nous, on n'y voyait pas de danger. Après avoir acheté le terrain, lorsqu'il y a eu un peu de mouvement puis de nouvelles autour de la construction de l'école, on a refait certains devoirs parce qu'on s'est dit, mon Dieu, est-ce possible qu'on se soit trompé à ce point que j'ai fait l'erreur de ma vie, que bon. Mais encore une fois, on est arrivé à la conclusion que non. Et à ce moment-là, j'ai demandé il y a des gens qui sont venus et qui avaient des instruments pour mesurer les champs électromagnétiques. Nous étions en plein cœur du bâtiment et pendant 1 heure de temps où la réunion a duré, ça a oscillé dans des valeurs normales pour l'île de Montréal, 0,12, 0,12, là. Donc, des valeurs normales pour Montréal. Le champ magnétique, ça se mesure en microtesla. Les premiers symptômes, qui sont des points lumineux visibles par les yeux, qui sont des points lumineux indolores, qui disparaissent au moment où l'exposition disparaît, apparaissent pour des niveaux de champ autour de 10 000 microtesla. C'est un niveau très élevé auquel personne n'est exposé en situation courante. Même en milieu de travail, ça serait parfaitement exceptionnel. Mais plus couramment, dans nos résidences, le champ est plutôt de l'ordre 1/10 à 2/10 de microtesla. C'est extrêmement faible.
Au niveau du Québec, on peut parler peut-être de 0.15 micro-Tesla en termes d'exposition moyenne de la population. Pour des gens qui vont demeurer à proximité des lignes à haute tension, les plus fortes, on va peut-être parler de 0.4 micro-Tesla. Mais certains appareils électriques, comme l'utilisation d'une perceuse électrique ou d'un rasoir électrique, peuvent exposer les gens de 100, peut-être 500 ou même 1000 micro-Tesla. Relativement à la question du Collège d'Anjou, c'est un cas comme le cas de n'importe quelle école. On ne devrait pas installer des écoles où des enfants passent beaucoup d'heures dans des endroits où les champs de basse fréquence, à mon avis, excèdent 0.1 micro-Tesla. Parce que à des expositions de 0.2 ou 0.3 ou 0.4, on commence à avoir des signes d'augmentation de taux de leucémie chez les enfants. Cette ligne-là, elle traverse Montréal, puis il y a beaucoup de choses de construire. Si on suivait cette ligne-là, au-delà de la nouvelle construction dont on parle maintenant, je pense qu'on pourrait être étonné de ce qu'on trouve. Mais les gens y vivent normalement, et puis il n'y a rien qui nous a convaincus qu'il y avait un danger, parce que jamais on aurait voulu mettre nos enfants en danger. Dans le cas d'une planification territoriale, où on met une population proche d'un risque environnemental, bien, c'est tous les paliers qui sont responsables. La municipalité, la commission scolaire, dans le cas d'une école, Hydro-Québec, et je pense qu'entre personnes raisonnables, le concept de l'évitement prudent devrait être appliqué, particulièrement dans le cas d'une école. S'il fallait demain matin bouger toutes les lignes de haute tension au Québec, qui sont en deçà de cette distance au niveau de l'évitement prudent, ça coûterait des centaines de millions de dollars. Au début, le plan était fait avec les classes longeaient la ligne qui était la plus près de la zone électrique, et on a modifié le plan pour inverser les classes et le gymnase, si bien que dans la partie qui est la plus rapprochée des lignes électriques, présentement, les élèves y passent 2 heures par semaine, donc c'est pas majeur. Ils installent des ordinateurs dans les écoles et je pense que c'est la pire chose à faire. C'est comme si on essayait d'accrocher les élèves à la cigarette. Ils sont déjà assez accrochés au téléphone cellulaire. Ça va donner des adultes très malades plus tard. Et on va peut-être voir une augmentation des tumeurs au cerveau chez ces jeunes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes sont de plus en plus exposés à des champs électromagnétiques de par l'utilisation de micro-ordinateurs, de jeux vidéo. Donc, on a une population qui, contrairement à il y a 20 ans, une population qui part déjà exposée. Donc, on risque de voir à long terme un impact plus mesurable à cause de ce cumul d'exposition dans la vie d'une personne. Je pense que la leucémie chez l'enfant, c'est pas un effet trivial. Et également, dans un domaine de fréquence complètement différent, dans le cas des micro-ondes associées au système cellulaire, on sait très bien qu'il y a des effets relativement profonds et peu connus de ces ondes-là. Donc, lorsque vous utilisez votre système cellulaire, en particulier votre poste cellulaire, il est probable que vous augmentez la pénétration de certaines substances dans les cellules de votre cerveau. Une exposition un peu nouvelle dans l'histoire de l'humanité. D'aller coller près de sa tête un récepteur avec une petite antenne qui sont des micro-ondes à toute fin pratique. On appelle ça des radiofréquences, mais ce sont exactement les mêmes ondes que vous avez dans le faux micro-ondes de la cuisine, là, sauf qu'elles sont beaucoup moins puissantes. Elles sont absorbées par les tissus de l'organisme. Donc, si je porte le téléphone cellulaire près de mon oreille, une partie de l'énergie de l'onde va être absorbée par le cuir chevelu, les muscles, l'os et un peu le cerveau. Pas beaucoup plus loin.
Par exemple, quand on parle au téléphone cellulaire, l'appareil utilise les micro-ondes. Et tout le monde sait comment fonctionne un four à micro-ondes. On met une pomme de terre au four, on l'allume pour 5 minutes, la pomme de terre absorbe l'énergie et elle est cuite. Oui. On s'est rendu compte, à un moment donné, que les champs appliqués aux oreilles lors de l'utilisation de téléphones cellulaires étaient plus grands que ce qui était prévu. Plutôt que de réduire les ondes, on a changé la classification des oreilles. Vos oreilles sont devenues légalement autre chose. En d'autres termes, ce que je dis, c'est qu'un ingénieur, lorsqu'il a le choix entre changer ses méthodes d'exploitation et changer les critères qui permettent d'évaluer les impacts sur la santé, va toujours choisir de s'accommoder lui-même et de changer les impacts sur la santé, sa vision des impacts sur la santé. Moi, vivre à côté d'une antenne de cellulaire, je serais bien malheureuse. Là, le plus grand progrès, là, on présente ça comme un progrès, ça va être... tu vas pouvoir brancher ton ordinateur ici, là, sans pile, sans prise de courant, mais il va y avoir tellement d'ondes là, que tu vas pouvoir travailler. Ça, et on appelle ça le progrès. Après la pause, des malades qui doivent se réfugier là où votre cellulaire ne fonctionne pas. Tu as l'impression de ne plus avoir de place pour vivre, de ne plus avoir ta place. On est devenu tellement dépendant de nos appareils cellulaires que ça nous met en colère quand on arrive dans une région où on ne réussit pas à obtenir un signal. Mais c'est justement dans ces régions, là où les satellites n'ont pas encore étendu leurs tentacules, que les victimes d'hypersensibilité électromagnétique parviennent à vivre. Elles sont obligées de renoncer au confort de l'électricité de la vie moderne, mais le plus tragique, c'est qu'elles sont aussi obligées de renoncer aux gens qu'elles aiment. Est-ce que tu as l'impression de ne plus avoir de place pour vivre, de ne plus avoir ta place sur Terre, finalement? Parce que dans le monde où on est, il y a des néons, il y a de la technologie partout. Tu peux plus faire une vie normale. Tu peux pas habiter dans un bloc à logement. Moi, j'avais une super belle maison. J'étais très, très heureuse dans ma maison. Puis, on a installé une tour de téléphonie cellulaire à 800 mètres. Je marchais à l'aide des murs. J'étais complètement... je fonctionnais plus. Donc, j'ai vendu ma propriété et petit à petit, je m'éloignais de plus en plus de la société technologique. J'étais 3 mois en camping dans une situation où est-ce que j'étais vraiment dans une région où il n'y avait pas de cellulaire du tout qui fonctionnait, ni de télévision, ni aucune ligne à haute tension, il n'y avait absolument rien. Puis là, je me retrouvais, malgré le temps froid, la pluie, la solitude, je pleurais souvent parce que j'étais découragée de vivre dans le froid, mais je sentais que mon corps était bien. J'arrivais à couper du bois, à aider la dame qui m'avait accueillie sur son terrain à faire le gazon, à penser, puis à être active, à être vive. Beaucoup de ces gens-là sont devenus des réfugiés environnementaux. Ils ne peuvent pas vivre dans l'environnement urbain auquel vous et moi sommes habitués. Ils déménagent à la campagne et utilisent l'électricité le moins possible. Si un fournisseur de services sans fil installe une antenne à moins d'1 kilomètre de chez eux, ils retombent malades. Ces gens-là n'ont nulle part où se réfugier. Moi, idéalement, là, je dors dans une chambre où la boîte électrique est pas loin, puis j'ai juste une chambre ici. Alors, je ferme la boîte électrique, puis ça garde l'électricité au poteau, à ma connaissance. C'est ce qu'on m'a dit. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité en nulle part dans la maison. Mais c'est un problème l'hiver, donc je gèle. C'est pas simple parce que je peux déménager dans un appartement, par exemple, mais je vais avoir aussi des problèmes si la personne a un ordinateur.
Je vais avoir un problème si la boîte électrique, puis dans les blocs, mettons, je déménage dans un quadruplex, si la boîte électrique est souvent dans une chambre. Le fait de dormir pas loin d'une ligne de haute tension, ça n'a pas dû être aidant. Les parcs de maisons mobiles, souvent, les lignes de haute tension sont derrière la maison. Il y a très peu d'espace entre les dos de maison et la ligne passe entre les deux. C'est pas une bonne place pour moi. Je devrais pas rester ici. Et là encore, les spécialistes m'ont dit, tant que tu vas habiter dans une maison mobile, tu seras pas en sûreté, surtout que le revêtement de la maison est en tôle. Ici, j'ai quand même beaucoup de choses qui jouent pour moi. J'ai cet environnement-là qui est magnifique. C'est pour ça que je suis venue ici. Moi, il y a plein d'arbres. J'ai la forêt ici à côté où je vais marcher, où je me régénère beaucoup, où j'ai un ruisseau qui descend de la montagne, où je vais m'asseoir sur le bord du ruisseau et ça me régénère. J'en suis venue à chercher à obtenir un petit terrain quelque part pour pouvoir construire un petit refuge sur mesure selon mes besoins. Je prévois avoir une maison, une petite maisonnette sans électricité. Et cette construction qui abritera le poêle frigidaire, la lave-sécheuse, l'électricité, les pompes pour le puits, toutes ces choses-là. Et je vais faire installer comme un interrupteur de courant à l'entrée pour que quand j'aurai à pénétrer à l'intérieur, je vais pouvoir couper la source électrique. Et à côté, ici, il y aura la petite maisonnette qui sera sans électricité. Dans le doute, arrêtons l'exposition de la population humaine, parce que si on se trompe, s'il n'y a pas de lien, bon, on investit de l'argent pour rien, on empêche des gens d'être exposés à quelque chose qui, de façon ou d'une autre, ne le ferait pas de mal. Par contre, si on se trompe, et si de ne pas avoir agi, on a créé plus de douleurs humaines, là, c'est trop tard. Nos coûts de santé vont grimper dramatiquement par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Plus tôt on va le reconnaître, plus tôt on va agir et mieux on va se porter comme société, pas seulement financièrement. On doit se poser la question, qu'est-ce qui importe le plus, notre santé ou notre argent? Je pense que ce sont les autorités de santé publique qui doivent décider si effectivement il y a des preuves suffisamment raisonnables d'un risque et prendre des mesures pour le prévenir, ce risque-là. Parce qu'imaginez que le risque n'existe pas. Imaginez qu'il n'y en ait pas. Et c'est fort possible qu'il n'y en ait pas du tout. La controverse a déjà eu beaucoup de torts, de dommages, d'ennuis, d'inconvénients, de coûts depuis 25 ans. Il y a des gens qui ont perdu de la valeur de leur maison, des gens qui ont déménagé, des gens qui sont inquiétés, qui ont fait des crises presque d'hystérie avec ça. On en a vu des cas très, très, très difficiles. Si vous avez une inquiétude, si la ligne à haute tension vous inquiète, puis ça vous empêche, à chaque fois que vous regardez par la fenêtre, vous inquiétez de la présence de la ligne électrique, puis vous vivez un stress par rapport à ça, à ce moment-là, je leur dirais, bon, fiez-vous à votre sentiment. Si vous ne serez pas bien dans cette résidence, si vous êtes toujours inquiète face à la ligne à haute tension. Mais à l'heure actuelle, je pense pas qu'il y a lieu de commencer à déplacer les résidences qui demeurent à proximité des lignes ou de cesser l'utilisation des appareils électriques. On en est très loin de là. Je peux comprendre à quel point ça peut être le désespoir total quand ta famille, la société, le travail et ta santé, il n'y a rien nulle part qui fonctionne normalement. Il n'y a pas d'issue, tu n'as pas d'appui. Alors, on se retrouve seul. Puis je pense que c'est ça qui est le plus difficile. C'est pas compliqué ce que je voudrais. Je voudrais juste me trouver une place
en quelque part chez quelqu'un qui a une ferme, qui pourrait me laisser un petit terrain que je pourrais louer et j'ai ma maison dans ma tête, 16 par 24, que je peux déménager si ça fonctionne pas, s'il y a quelqu'un qui a l'heureuse idée d'aller s'installer une tour de cellulaire à 1 kilomètre de chez moi. Ma maison, je la mets sur une vanne puis je la déplace, vous comprenez? Ça a l'air surréaliste, mais c'est juste dans des conditions comme ça qu'on peut vraiment... La maison, je pense pas d'être capable de la garder. Moi, je dis souvent que je suis malade comme la Terre. La Terre est allergique au 21e siècle, ça c'est sûr. La Terre est malade. Et les personnes hypersensibles, on est malade. On est juste une métaphore ou un reflet de ce qui se passe dans la nature. Hein.